Retour sur le plateau de Direct Gestion, deuxième partie du débat spécial Midcap ce matin. Les invités Sébastien Rivero, le gérant Action chez Keren Finance, et Eric Lewin, responsable Action des bourses au quotidien, publication Agora. On va parler d'un dossier qui vous inspire, messieurs, Parrot. Parrot qui a lancé une augmentation de capital, c'est pas très bien passé. Eric, vous avez des choses à nous dire sur Parrot. Alors en fait, il y a eu pour moi un énorme problème de communication. Alors, on est un lundi matin et Parrot annonce qu'il lance une augmentation de capital de 270 à 300 millions d'euros. Le problème, c'est qu'il ne donne aucune modalité. Donc, dans les 5 jours qui suivent cette annonce, le titre perd environ 10 euros, c'est-à-dire 30%. Puis, le fameux vendredi matin, ils annoncent les modalités de l'augmentation de capital à 17 euros. Le souci, c'est que moi, ce que je ne comprends pas dans cette opération, c'est pourquoi ils n'ont pas tout fait dans le même sens. C'est-à-dire pourquoi le lundi, il n'a pas fait une conférence de presse, Henri Parrot, en disant on fait une levée de fonds, voici les conditions et voici les modalités. C'est ce qui se fait normalement. C'est ce qui se fait normalement. Je trouve qu'il a perdu un peu trop de temps. On explique pourquoi ça a baissé comme ça, c'est-à-dire que les actionnaires qui sont en place, ils sont forcément dilués. Déjà, le lundi, quand il y a eu ça, les gens ont pris peur en disant oh là là, c'est ultra dilutif, parce qu'à l'époque, la capitalisation était autour de 450 millions d'euros. Donc ils ont pris peur, ils se sont mis à vendre. Et puis après, il y a eu un ajustement mécanique qui s'est fait lié à l'augmentation de capital le vendredi. Moi, ce que je dis, et je ne parle pas de la société qui est un très beau dossier, 57% du chiffre d'affaires dans les drones, c'est un très beau dossier, je dis que ça a été mal monté cette opération. Qu'il aurait mieux fallu le matin annoncer tout d'un bloc, on n'aurait pas eu cette baisse de 30%, parce que ça valait quand même 40 au moment de l'annonce de l'augmentation de capital, et quand les modalités ont été annoncées, ça valait plus de 30 euros. On a perdu 10 euros, je pense qu'on aurait pu économiser ces 10 euros. Voilà ce que je voulais dire sur le dossier Parrot, ce qui n'enlève rien, encore une fois, aux qualités intrinsèques, parce que moi je pense qu'il faut souscrire à cette levée de fonds de 17 euros, et que c'est un très beau dossier, et que dans les cours actuels, même s'il y a une énorme dilution, l'action est intéressante. Bon, on va se pencher vers le gérant. Parrot, vous en avez, vous connaissez, vous en aviez? Non, j'en avais pas. Par contre, c'est un dossier qu'on connaît très bien et depuis longtemps. Je suis assez d'accord avec vous sur l'opération et on le voit malheureusement assez souvent, des opérations où en termes de communication. Alors, il y a peut-être quelque chose qui l'explique. Sincèrement, il faudrait peut-être leur poser la question. Peut-être que en termes de communication, je sais pas. Peut-être qu'il y a une raison un peu réglementaire à cela. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça pèse parce que vous annoncez, enfin c'est colossal. Parrot n'avait jamais levé et puis une small cap, enfin parce que c'est une small cap, Parrot, 300 millions d'euros en bourse, enfin c'est comme une nouvelle IPO. Hein. Donc ça a fait peur un peu aux gens. Donc c'est vrai que du coup on est revenu sur des niveaux de valorisation. Enfin les conditions de l'augmentation de capital sont moins favorables qu'est-ce qu'elles auraient pu l'être. Alors c'est sur les conditions financières, sur le dossier, on rappelle d'un mot, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas très bien le dossier Parrot, hein, c'est le champion français des drones de jeu, des drones de jeu, et puis aussi des casques audio justement. Pas seulement que des drones de jeu, ils ont aussi des belles positions dans les drones professionnels, ils ont un logiciel de cartographie, une société qu'ils ont racheté, dans le drone professionnel c'est Sensefly leur société, dans la cartographie ils ont Pix4D qui est un des leaders, c'est une société de logiciels donc sur la cartographie pour les drones, qui est un des leaders sur ce marché, sur un marché qui est encore tout petit mais quand même. Donc et puis il y a l'activité historique dans les voitures. À la base, Parrot, c'est une société qui maîtrise très bien le Bluetooth. Donc qui arrive à faire connecter deux appareils via le Bluetooth. Donc là sur les drones c'est pareil, c'est la même chose, c'est votre téléphone. Avant c'était votre téléphone avec la voiture, maintenant c'est le téléphone avec le drone, voilà. Et moi sur l'opération, alors c'est vrai que j'ai été assez surpris et je pense que j'y vois un peu les séquelles du passé. Ils avaient de très belles positions dans ce qu'ils avaient fait en kit main libre. Je ne sais pas si vous en avez utilisé, mais quand il y a eu les interdictions, enfin voilà, c'était un kit main libre vraiment, donc c'était le seul truc qui était autorisé pour parler en voiture au téléphone, donc ils étaient intégrés où il y avait du plug and play, donc là ils avaient de très belles positions et quand le marché a complètement basculé, s'est ouvert, a été multiplié par plus de 10 sur l'infotainment, ils ont été complètement cornérisés parce que quand vous avez de belles positions sur un petit marché, quand le marché grossit comme ça, vous avez d'autres intervenants, en premier lieu les équipes d'ingénieurs des constructeurs. Et donc là je pense que sur le drone, le constat qu'ils ont fait, c'est que le marché était en train de partir, qu'ils avaient de belles positions, mais sur un marché encore très petit, et donc pour maintenir ces positions ou en tout cas essayer de lutter, il fallait lever des fonds. Donc mais ça revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est Parrot, c'est peut-être la plus américaine de nos sociétés. C'est vraiment comme ça. Alors après, alors il faut préciser aussi que ce drone, pourquoi on est les champions des drones en France, c'est vrai qu'il y a 3 boîtes sur 4 ou 4 boîtes sur 5 qui sont françaises dans ce marché, qui se partagent les barres. On a aussi Delta Drone, Groupe Gorgé.
Peut-être, et DroneVolt. Surtout Groupe Gorgé qui est très gros dans les drones. Ouais. On en parle peu parce que Groupe Gorgé, on pense par exemple à l'impression 3D, mais ils ont aussi une grosse activité drone, notamment les drones professionnels pour surveiller les frontières. Et là, pour une fois, effectivement, la France est en avance. Et oui, ça arrive aussi, notamment dans sa législation. Je crois que c'est la législation la plus avancée pour les drones commerciaux comme les drones professionnels avec le Danemark. Et donc, c'est vrai qu'on a un marché qui se développe beaucoup. Évidemment, Parrot veut avoir sa part du gâteau ou du moins la défendre. On change de sujet. Autre société qui a bien performé ce mois-ci, LDLC, on en avait parlé. On rappelle ce que fait LDLC, Eric. Écoutez, ils vendent des produits informatiques et sur Internet. Ils ont aussi quelques boutiques. On en avait parlé, je crois que c'était ma recommandation il y a un mois. Le titre a dû gagner 28% en un mois. 28%. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a très peu d'acteurs cotés dans ce secteur, puisque Rue du Commerce a disparu. Je crois que Pixmania est en procédure de sauvegarde. Bref, les entreprises ont du mal et LDLC s'en sort bien avec les frères de la Clergerie, qui sont des entrepreneurs lyonnais de très grande qualité. Alors moi, où je suis un petit peu gêné, c'est que j'avais recommandé autour de 16-17 euros, on vaut 23,50, donc moi je serais plutôt à vendre sur ce dossier, mais je pense que celui qui conserve peut espérer un jour qu'il y ait un rapprochement, que la société soit rachetée. Alors c'est pas du tout d'actualité quand vous interrogez la famille fondatrice, mais enfin c'est jamais d'actualité quand on interroge les familles fondatrices, et à un moment on se réveille un matin, on s'aperçoit qu'il y a une OPA. Après tout dépend du prix, mais moi je trouve que c'est le plus beau dossier dans ce monde du e-commerce coté à Paris. Côté à Paris, parce qu'évidemment là aussi on est face aux géants Amazon, etc. Mais voilà, belle place et puis voilà, un dossier donc à voir. Autre chose dans un autre secteur, Sébastien, Excel Industries. Excel Industries, oui, Excel Industries, ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu parler. Donc on rappelle, ils fabriquent des pulvérisateurs donc pour l'agriculture, mais aussi pour le domaine industriel, pour la peinture de voitures par exemple. Et Excel Industries, c'est une société, je pense que c'est une des mid-cap avec les positions à l'international les plus importantes, qui a le mieux réussi son développement à l'international. Et pourtant, aujourd'hui, on est sur une valorisation très faible qui vient du fait qu'en agriculture, et on le voit chez d'autres équipementiers, on est sur un point bas du marché. Et là, ce qui est assez intéressant, tout à l'heure vous parliez des valorisations des mid-cap, on est sur une valorisation assez faible alors qu'on est également en bas de cycle. On a le beurre et l'argent du beurre en fait. Parce que normalement quand on est en bas de cycle, on devrait être capable de payer des valorisations un peu plus faibles parce qu'on achète la croissance future, etc. Et là on a les deux, donc valorisation de bas de cycle et marché, activité dans le bas de cycle également. Donc le Excel Industries, c'est une de nos fortes convictions. Ça veut dire que ça ne peut qu'aller mieux vous avez des bonnes Ça ne peut qu'aller mieux, ça j'en sais rien, mais on a une société d'une très grande qualité à des valorisations qui sont tout à fait acceptables et avec des potentiels de croissance qui sont très importants. Excel Industries donc à découvrir aussi dans la pulvérisation. Pierre et Vacances, on avait parlé, bon c'est pas trop mal passé là aussi. Très bien passé, oui. HNA est rentré au capital. Je vous assure que je ne le savais pas quand j'en ai parlé parce que c'était ma recommandation. Pour moi, je pense qu'à terme, Gérard Brémond finira progressivement par sortir du dossier. Il a 78 ou 79 ans, ses deux enfants ne sont pas dans l'affaire. Il a beaucoup de mal à gérer ses directeurs généraux. Je crois qu'il y en a eu 3 qui ont été évincés en l'espace de 5 ans ou 6 ans. Moi, j'ai vraiment le sentiment que l'histoire va se faire. C'est-à-dire qu'il y aura une opération financière, à mon avis, nettement plus haut. Je crois que les capitaux propres, c'est autour de 42-43 euros. On vaut autour de 28-29. Je pense qu'il faut conserver tranquillement. Beau dossier. Recovery, les derniers résultats ont été plutôt bons. Alors, ce n'est pas encore des fortes rentabilités d'exploitation. C'est plutôt meilleur. Je pense que c'est le beau dossier à conserver. Je pense qu'on aura une histoire à la Club Med, pour moi. D'accord. Avec un Chinois qui arrive donc Il y a un Chinois parce que c'est HNA. Il y a déjà le Chinois. C'est avec les Chinois qui sont très actifs dans ce domaine du tourisme et de la montée en gamme. Une autre valeur que vous aimez bien, là, que vous nous recommandez, Sébastien, pour cette fin d'année que vous surveillez? Moi, il y a une valeur dont je parle souvent, c'est Trigano. Ouais. Alors Trigano, le problème c'est qu'on enchaîne les plus hauts historiques, voilà, mais la réalité c'est il se passe quelque chose dans ce secteur et sur cette société. Ils sont en train de gagner des parts de marché, que ce soit par croissance organique et croissance externe de manière assez importante. Et on est sur une valorisation aujourd'hui clairement qui n'est pas donnée. Mais on a un potentiel de croissance qui est assez important, que ce soit en organique et en externe, j'insiste bien là-dessus, parce que c'est une société qui n'a pas de dette à son bilan. On peut imaginer des opérations de croissance externe, ils ont montré dans un passé assez récent qu'ils sont capables d'en faire et même d'une certaine envergure. Donc c'est un dossier qu'il faut conserver encore une fois. Le dossier a fait plus de x3 en un an, donc je ne pense pas qu'il y ait un x3 l'année prochaine devant nous, qu'on soit bien clair là-dessus. Mais c'est un très beau dossier où on peut encore aller gagner 20-25%.
Ouais, on rappelle le nom du fonds que vous gérez. Keren Essentiel. Voilà, Keren Essentiel, performance à date. Un peu plus de 24%, un peu plus de 24%. Donc on est quand même, on surperforme bien hein, de l'ensemble des indices les plus gros indices. Sur On rappelle peut-être d'un mot, hein, c'est vrai que c'est mid-cap finalement, parce qu'on est jour de BCE, hein, on avait presque l'oublié dans notre débat passionnant. Elles sont finalement moins sensibles, toutes ces petites valeurs, moyennes valeurs, à ce qui se passe, les grands équilibres. Bon, à long terme, évidemment, si la conjoncture est très défavorable, c'est compliqué, mais là, elles sont un peu, enfin, il n'y aura pas de grands changements cet après-midi aux annonces de Mario Draghi pour ces valeurs. Il y a quand même des attentes. Alors après, il faut voir, vous savez que les politiques monétaires aujourd'hui sont assez importantes dans l'environnement économique, voire même politique. Donc il ne faut pas qu'ils changent complètement, de stratégie. Mais on attendra, mais s'il n'y a pas de changement de stratégie, oui, il n'y aura pas de réaction. Mais d'une manière générale, vous avez raison. Sur les mouvements court terme des marchés, les chiffres macroéconomiques court terme, où des fois on peut avoir des réactions assez violentes sur les marchés, les small caps ne réagissent pas du tout. D'ailleurs, enfin, c'est quand même assez intéressant de voir. Sur un fonds comme Keren Essentiel, on a une performance de 24% cette année pour une volatilité à un an qui est inférieure à 10%. Enfin, vous imaginez le couple. Et je pense, alors je ne sais pas si ça va durer, hein, mais aujourd'hui, c'est un des meilleurs couples rendement-risque en classe d'actifs. Alors je ne parle pas que de mon fonds, parce que je pense que sur toute la classe d'actifs, c'est à peu près le cas. Et c'est quand même assez intéressant pour un investisseur hein, qui a un peu peur de la volatilité. Et c'est vrai que des fois, il y a des mouvements de marché. On est quasiment revenu à zéro cet été. Enfin, on a perdu 10-15 points en ligne droite. On n'a pas connu ce mouvement-là sur les small caps. En tout cas, effectivement, on était revenu, alors que cela, ça a plutôt bien résisté. Peut-être pas forcément de l'inertie, mais bon, peut-être moins de sensibilité. C'est quelque chose que vous recommandez, Eric, d'être investi d'une manière générale hein, sur ces big caps. C'est vrai qu'on sur les small caps, en plus d'avoir d'autres poches. Moi j'ai 2 lettres confidentielles chez Agora, donc je suis obligé de vous dire ça. Oui, je pense, parce que pour rejoindre ce que disait Sébastien, vous avez Draghi, par exemple, cet après-midi, qui dit quelque chose qui plaît pas au marché. Vous allez vendre 100 000 Peugeot, vous n'allez pas vendre 100 000 Excel Industries. Ce que je veux dire par là, c'est que les gérants, dans le monde des small et mid cap, ils jouent des niches, ils jouent des belles aventures boursières. Quand vous achetez du Trigano, vous n'achetez pas du Trigano pour acheter à 52 et vendre à 52,10. Vous achetez pour une belle histoire boursière. Et donc, on est complètement déconnecté d'une certaine réalité boursière. Alors, c'est évident que si les marchés se mettent à décrocher, on perdra 10% sur le CAC et après, la consolidation se fera également sur les small et mid, mais elle ne se fait pas immédiatement. C'est pour ça que parfois, quand vous avez des accidents de marché, moi j'ai regardé ça tout l'été, vous avez du moins 2% sur le CAC 40 en fin de séance, et le CAC Small va perdre 0,4%. Tout simplement parce que les gérants ne se bousculent pas et jouent encore une fois des belles histoires boursières. Quand vous jouez du LDC, vous jouez soit un adossement, soit la belle histoire du titre. Vous ne jouez pas des déclarations de Draghi ou les chiffres du chômage américain qui vont tomber demain. Exactement. Alors après, à considérer aussi, on a parlé évidemment des cartons, hein, VETAFER, GFI, LDLC, ça c'était dans les 3 premiers avec des performances supérieures à 20, 30 et même 60%. Évidemment, hein, sur les baisses, on a aussi du Metabolic Explorer, moins 45, du Viadeo, moins 42 et du Parrot, hein, suite à cette opération qui avait beaucoup baissé. Mais Sébastien Ribeiro est confiant, en tout cas, en a repris. C'est peut-être l'occasion hein, aussi ces baisses. Tout ça pour dire que c'est un marché quand même qui reste volatile. Il faut bien choisir ses valeurs et si on n'y arrive pas, eh bien, on achète du Keren Essentiel, c'est ça Sébastien? Ouais, c'est une bonne idée. Je suis d'accord avec vous. Il faut donner l'ISIN alors, donner l'ISIN. on le mettra sur le site internet. Merci messieurs pour ce débat spécial Mid-Cap. Le débat de Direct Gestion est terminé, mais on se retrouve dès demain 9h30 pour un nouveau débat. Ce sera spécial SCPI. Dans un instant, on se reconnecte au marché. Ce sera Direct Investisseur. Merci à Sébastien Ribeiro, Keren Finance, et merci à Eric Lewin des publications Agora. Bonne journée à tous.